On est parti pour un petit point actu hardware. Alors ça fait quelques temps que j'en ai pas fait, donc j'ai loupé pas mal d'informations, pas mal d'annonces, tout ça. On va pas tout reprendre parce que ce serait un peu ennuyant et très long vu tout ce que j'ai loupé, mais j'ai décidé de sélectionner quelques petites informations, en vrai plutôt des annonces, des conférences d'annonces. Euh, Trois qui se passaient la semaine dernière. On va commencer, on va les faire dans l'ordre chronologique. On va commencer par la keynote d'Apple avec principalement les nouveaux MacBook d'ailleurs, pas MacBook, et aussi les nouvelles puces. Bon, il y a aussi les AirPods, mais ça casse pas trop pattes à un canard. Le lendemain de la conférence Apple qui s'est du coup tenue lundi dernier, on avait la conférence Google avec l'annonce des Pixel 6. Google qui nous a fait une conférence un peu moitié à l'Apple, moitié à la constructeur de téléphones chinois. Je vous expliquerai pourquoi je dis ça. Mais plutôt intéressant cette conférence Google. Et le dernier de la semaine dernière, c'était Samsung qui nous faisait un Galaxy Unpacked, alors je sais plus, partie 3 ou un truc comme ça, où tout le monde s'attendait à des grosses annonces. Parce que en général, quand on se met dans les mêmes moments d'annonce que Apple, et bah, soit on s'en écarte pour ne pas se faire vampiriser par Apple, soit on y va franco et on essaye d'avoir des annonces qui sont à la hauteur de ce que peut annoncer Apple. Et du coup, au lieu d'être vampirisé, essayer d'aller vampiriser un peu Apple. Et bah là, je vous avoue que j'ai regardé cette conférence Samsung, on va en parler très rapidement, mais en vrai, il n'y avait rien. C'était ouf, hein. Franchement, faire des conférences pour rien annoncer, 2 jours après une conférence Apple, c'est osé. Et on finira avec quelque chose de bien plus récent, la 12e génération Intel. C'est tombé hier, on a les prix, on a les caractéristiques techniques, on a la date de sortie, on a des premiers benchmarks qui ne sont pas totalement représentatifs de la qualité et des performances de ces processeurs, vu que ce sont des benchmarks pour la plupart donnés par Intel, donc en général qui mettent plutôt en avant les bons côtés et pas trop les problèmes, bien sûr. Mais on va en parler un peu, vu qu'on a enfin toutes les informations, on attend juste la sortie qui est le 4 novembre. On en attend vraiment énormément de cette 12e génération chez Intel, aussi bien du côté des consommateurs que ça soit fidèles Intel ou même des gens qui actuellement sont sous AMD plutôt, euh, parce que en termes de performance ça fait très envie. Mais aussi on en attend beaucoup du côté d'Intel qui est un peu dans la panade ces derniers temps. Tous les secteurs où ils étaient largement leaders, ça commence à être plus compliqué, donc il faut se réinventer, il faut sortir des nouveaux trucs, il faut reprendre des parts de marché, sinon ils vont se faire manger par aussi bien AMD côté processeur de bureau que pourquoi pas Apple côté processeur portable. Donc voilà des trucs assez intéressants. Je vais essayer de ne pas être trop long pour ne pas endormir tout le monde et de ressortir les principales informations. Ça va être un peu dense, surtout côté Apple et côté Intel. Google et Samsung sera plus léger. On commence par du dense, on finit par du dense et un peu de léger au milieu pour temporiser. On va du coup commencer tout de suite avec quelque chose que je vous ai pas parlé, mais ça c'est juste pour le fun. Petit anniversaire, on adore les anniversaires. 20 ans, l'iPod qui, et là les mots sont justes, les mots sont à la hauteur de, euh, de ce qu'ils ont inventé. On était sur de la révolution. Ça fait bien longtemps qu'on fait plus de la révolution et ça m'attriste énormément. Mais l'iPod, c'était une vraie révolution. Avant l'iPod, on était au Walkman, au lecteur CD portable ou au lecteur cassette
portable. Donc, donc effectivement, il y a une grosse différence. Salut Georges, effectivement, ça fait longtemps que j'ai pas live. Euh, non, pas tant de choses ont changé depuis la dernière fois, juste là, c'est petite actu tech et après on filera sur GeoGuessr, aucun problème. Donc voilà, rapidement, l'iPod, bah, vraie révolution, hein, des centaines, voire des milliers de chansons dans votre poche. Plus besoin de se balader avec des CD. Euh, une batterie aussi incroyable, hein. Les batteries, à l'époque où tout marchait avec des piles, non, non, vous avez bien une batterie sur cet iPod. Et forcément aussi, un des trucs qu'on retient beaucoup de l'iPod, c'est voilà, hein, les boutons avec ce cercle-là qui, alors je sais pas s'il était tactile dès le début, mais qui est devenu rapidement tactile et qui était honnêtement pour l'époque une révolution, une innovation et quelque chose qu'on ne voit plus trop aujourd'hui, hein, les révolutions et les innovations dans les produits tech, dans l'informatique, tout ça, c'est devenu plus compliqué. Donc voilà, ça, en vrai, euh, en vrai, beaucoup de souvenirs sur l'iPod et, et vraiment un matériel, je dirais précurseur déjà, et ensuite qui répondait à tellement d'attentes des consommateurs que c'est assez, c'est quand même une sacrée période de l'histoire de la tech et pour la musique aussi. Imaginez toute cette musique dans votre poche à l'époque des CD, incroyable. Bon, après avoir régalé Apple, parce que c'est vrai, l'iPod c'était ouf, on va parler de leur conférence. Conférence du coup lundi dernier, conférence très attendue déjà par tous les fans Apple, mais aussi par les gens qui s'intéressent à la tech en général. Parce qu'on le savait, ils allaient annoncer, et c'est tout ce que tout le monde attendait, c'est ces nouveaux MacBook Pro, format 14 et 16 pouces, mais surtout les nouvelles puces qui sont dedans, puces dérivées de la puce M1 qui a fait beaucoup parler et qui a répondu à beaucoup d'attentes, qui honnêtement est dans le top tiers des puces mobiles, hein, clairement. Euh, que ce soit en termes de performance, mais aussi en termes de consommation d'énergie. On est quand même sur du très très beau matos. Et là, on nous annonce la suite de ce chemin où Apple a décidé de faire ses propres puces pour avoir la main sur tout. Et là, on sort les puces M1 Pro et M1 Max qui envoient juste trop du lourd, bien trop du lourd pour des petits PC portables. Honnêtement, sur le papier, ils sont juste incroyables. On va pouvoir détailler un petit peu. Là, on a déjà voilà, quelques petites informations. C'est visuel très sympathique de la part d'Apple que tout le monde reprend. Ils ont bien compris Apple, hein. La communication, là-dessus, on peut pas leur redire grand-chose, honnêtement, sur la communication. Ils sont vraiment au point. Et c'est les premiers à avoir mis ce genre de visuel que, voilà, par la suite, tout le monde a décidé de faire ses propres visuels comme ça, qui sont très synthétiques et qui résument en un visuel toutes les caractéristiques des produits présentés. Donc on a des trucs assez intéressants, hein, 8 Tera de stockage, 64 Go de mémoire, une caméra en 1080p, intention incroyable, il aura fallu attendre 2021 pour qu'on ait enfin des caméras en Full HD sur les MacBook Pro, incroyable. Autre petite annonce qu'ils ont fait en début de conférence, les AirPods 3, attention pas les AirPods Pro, hein, les AirPods classiques. Euh, Honnêtement, ils ont une petite évolution tranquille, hein. On n'est pas comme sur l'iPod, sur la révolution, quoi que ce soit. On est voilà, mise à jour des AirPods. Moi, je vous avoue que les AirPods, alors j'en ai pas, mais à la limite, si je devais avoir des AirPods, et ben c'est les classiques que je prendrais et pas les pros parce que je supporte pas les intras. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, chacun fait comme il veut. Mais voilà, classique de la mise à jour Apple avec bien sûr un tarif qui ne descend pas, hein. On connaît Apple, pas le genre à faire descendre les tarifs, pas, pas dans leur philosophie.
Du coup, on va commencer par les puces. Les puces incroyables. M1 Pro, M1 Max. Donc deux puces qui sont ultra puissantes, honnêtement, qui sont là pour venir concurrencer les puces les plus véloces Intel ou AMD mobile. Donc on est quand même sur quelque chose qui arrive avec des performances relativement solides. Mais en vrai, ça va encore plus loin. Là, on a les prix, incroyable, des prix plutôt élevés, hein, bien sûr. Mais en vrai, dans ces puces, enfin voilà, hein, encore une fois, un visuel qui résume tout et très bien. On est quand même sur des puces, ici la M1 Pro qui est du coup la moins puissante des deux, qui peut avoir jusqu'à 32 Go de mémoire vive unifiée parce que c'est la mémoire processeur et partie graphique qu'on a tout en un. Voilà, un 30, oula, 33,7 milliards de transistors. Voilà, hein, si vous en voulez plus, il y en a plus dans la M1 Max. Puissance 5 nanomètres, ça c'est pas nouveau. La bande passante, voilà, on va pas en parler. Du coup, 10 cœurs CPU et 16 cœurs GPU, donc les cœurs graphiques. Encore une fois, on parle d'un PC portable, hein. N'oubliez pas quand même, on est sur un PC portable qui du coup a des limitations en termes de chauffe, des limitations en termes de consommation d'énergie. On n'est pas sur une grosse tour qui peut avoir une alim à 1000 watts, hein. Attention, il faut aussi garder ça en tête. Donc voilà la M1 Pro qui paraît déjà juste bien trop puissant, honnêtement. On peut avoir deux écrans externes. Euh, mais ils sont pas arrêtés là. Parce que ils se sont dit, bon, il y a des gens, ils vont voir ça, ils vont voir c'est cool, mais on veut plus. Donc, petit M1 Max. M1 Max, on passe du coup à 57 milliards de transistors, jusqu'à 64 Go de mémoire vive unifiée, 4 écrans, toujours 10 cœurs CPU, mais on passe à 32 cœurs pour la partie graphique, toujours du 5 nanomètres, voilà la puce la plus performante par rapport à la consommation d'énergie, et bien sûr on double la bande passante comme si on en avait vraiment besoin. Donc en vrai, euh, en vrai juste des monstres de puissance, mais destinés à qui? En vrai, c'est ça la vraie question, parce que là, on est sur du PC portable ultra premium, et on est du coup sur un public visé qui est plutôt réduit, forcément, mais aussi sur un public visé qui est potentiellement prêt à mettre beaucoup d'argent pour avoir un matériel performant, et je pense que c'est surtout ça qui recherche dans un premier temps. Donc on est sur des PC portables très chers, on a vu le moins cher est à 2200 pour la version 14 pouces et 2600 pour la version 16 pouces, sachant que c'est les versions de base et que comme d'habitude on peut un peu modifier, prendre plus de mémoire, ce genre de truc. Et du coup je crois que la version la plus chère de ces nouveaux Mac, on est sur du 6000 euros, je crois. 6000 euros pour le 16 pouces avec du coup du M1 Max et le maximum les 8 Tera de stockage, tout ça, tout ça. Ça fait une belle, ça fait une belle note, mais honnêtement, on est sur quelque chose de jamais vu, vraiment. On est sur des attentes qui sont... normalement, on est sur des performances dont on n'a même pas besoin. En vrai, la réalité, c'est ça, c'est qu'on est sur des puces qui nous offrent plus que ce qu'on pourrait avoir besoin pour quasiment toutes les utilisations, surtout si on parle des configs les plus premium. Donc, j'hésite entre me dire c'est de l'overkill et, et en vrai, peut-être pas. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont utiliser cette puissance, notamment, je sais pas, des monteurs vidéo par exemple. Monteur vidéo en 4K, bah lui il va se régaler parce que tout sera fluide et beaucoup plus rapide. Mais des monteurs vidéo en 4K, il n'y en a pas beaucoup.
Donc à voir. Après, c'est aussi la première itération de ces nouvelles puces. Donc attention, toujours attention, hein, même si en général Apple est assez regardant là-dessus et essaye d'avoir un produit fini qui a le moins de défauts possible et auquel on peut reprocher le moins de choses possible. Les premières itérations, c'est des trucs qui sont sur lesquels on peut modifier des choses, on peut changer des choses et qu'on peut perfectionner souvent sur la deuxième version ou la troisième. Euh, mais honnêtement, c'est juste une tuerie. C'est juste une tuerie. Personne sait trop ce que ça va rendre en termes de performance et de puissance. Personne sait trop si vraiment il y a des gens qui ont besoin d'autant. Quand je dis des gens, il y a toujours des gens qui ont besoin d'autant, mais je veux dire une vraie partie des consommateurs. Parce qu'il y a toujours un marché de niche où il y a des gens qui ont 4 3090 dans leur PC, mais ça représente en termes de pourcentage personne. Donc c'est intéressant, ultra premium, ça donne ultra envie, mais il faut aussi attendre de voir comment ça marche en vrai, parce que là on est bien sûr sur des trucs donnés théoriques ou des petits graphes très sympathiques, hein. Je peux vous montrer ceux-là par exemple, euh, mais qui sont donnés par Apple, donc forcément ça met bien Apple, hein. Vous imaginez bien qu'ils vont pas vous montrer des graphes où ils montrent que leurs nouvelles puces ultra premium sont moins bonnes que par exemple la M1 ou que ce que fait la concurrence. Donc bien sûr, on a des graphiques qui montrent que à chaque fois on est meilleur aussi bien ici par exemple de la M1 ou de la concurrence. Ici sur la partie GPU, ici la partie CPU. Donc en théorie c'est mieux. Regardez par exemple par rapport à la puce M1 qui est déjà top tier, on est bien au-dessus. Et on va normalement concurrencer les autres, les plus traditionnels processeurs AMD et Intel qui ont une autre architecture et qui ne fonctionnent pas de la même façon. Il faudra attendre de voir ce que ça rend réellement à l'utilisation sur les logiciels, parce qu'il y a aussi une grosse histoire d'optimisation, une optimisation qui, par exemple pour la puce AM1, a été faite après la sortie. Il y a plein de trucs qui ne fonctionnaient pas bien, qui n'étaient pas du tout optimisés à la sortie de la puce M1 et ils ont travaillé dessus et maintenant ça fonctionne bien. Donc il faut attendre. Voilà, on a des petits visuels incroyables, petits visuels de ces puces. Donc là, vous avez 32 Go avec les deux puces de mémoire, deux puces de 16 Go ici, 64 Go, donc 4 puces de mémoire, incroyable. Et le dernier truc, et ça il faut le dire, même si normalement il n'y a pas trop de problèmes quand on parle de PC à plus de 2000 euros, les gens vérifient un peu avant d'acheter. Mais attention, on n'est pas sur, même s'ils ont une grosse partie graphique et tout, en termes de jeux vidéo, à l'heure actuelle, euh, on ne sait pas. On ne sait pas si on peut faire du jeu vidéo avec, si c'est performant pour faire du jeu vidéo. Ça n'a pas l'air prévu pour, en tout cas dans un premier temps. Et en vrai, l'OS Mac n'est pas l'OS le plus adapté aux jeux vidéo en général. Mais en théorie, alors on les a pas ici, mais lors de la conférence, ils montraient aussi des petits graphiques où ils allaient se comparer à des 3080, par exemple, 3080 mobiles, attention, et ils se disaient qu'ils étaient largement supérieurs, sans parler de jeux vidéo, bien sûr, ils parlaient de, de production, donc par exemple du montage. Souvent on prend le cas du montage parce que c'est un des applicatifs les plus lourds et qui nécessite le plus de performance et de ressources. Donc sur le papier, une tuerie. En réalité, il faudra quand même attendre les tests. Et on est sur un secteur ultra haut de gamme, PC portable à plus de 2000 euros. Et on parle de MacBook Pro, donc plus gamme professionnelle chez Apple. On sait que les gammes professionnelles chez Apple, en général, c'est au-dessus de 2000 euros, hein, voilà. On n'a pas besoin de parler, on va pas reparler des roulettes du Mac Pro, hein, pas besoin. Euh, ou du pied de l'écran Apple, pas besoin.
mais on est toujours sur des matériels très très chers qui ensuite peuvent se retrouver dans les gammes plus accessibles Apple. Attention, les gammes accessibles Apple ne sont toujours pas des gammes vraiment accessibles, hein. On reste sur du haut de gamme. Apple, comme d'hab, hein. On aime, on n'aime pas. Euh, En tout cas, ce qu'on peut dire et ce qui est sûr, c'est que c'est cher. Ça c'est sûr. Apple, c'est toujours cher. Après, ils font des trucs bien, ils font des trucs moins bien. On adhère plus ou moins à leurs idées, hein. Apple a toujours eu la volonté de faire leurs propres trucs et qu'on les laisse tranquilles. D'un autre côté, ça leur permet d'optimiser au maximum le logiciel en fonction du matériel parce qu'ils ont la main sur tout. Et maintenant, ils font même les puces, même les processeurs de leur PC portable, ce qui peut aussi leur permettre d'avoir une optimisation toujours plus poussée et du coup une expérience utilisateur toujours plus fluide, toujours plus agréable et, euh, et aussi une durée de vie plutôt intéressante. Parfois on critique un peu Apple sur les durées de vie. À la limite sur les iPhones, il y a des points qui peuvent poser question. En vrai, sur les Mac, pas trop, hein. Moi, je trouve qu'ils sont quand même plutôt, qui font des produits qui tiennent plutôt bien la durée, sachant qu'en général, les PC portables ne tiennent pas très bien la durée, hein. Ça, c'est un vrai problème. C'est c'est très dur de garder un PC portable performant pendant plusieurs années, même si vous mettez assez cher dedans à l'achat, parce que, euh, parce que voilà, hein, on a soit il y a des petites tricheries de la part des constructeurs, soit on a les problèmes qui sont liés à toutes les plateformes mobiles, c'est-à-dire les problèmes de chauffe et d'énergie. Et ça, on n'a pas encore su trouver des solutions. On va parler rapidement du design de ces PC portables. Euh, alors, est-ce qu'on a... je veux voir ce que... Voilà, c'est ça, regardez. Ça, c'est ce qui a fait crier tout Internet, vraiment tous les réseaux sociaux, que les gens soient fans Apple ou pas. Euh, on a parlé de cette webcam qui passe enfin en Full HD 1080p, hein, incroyable. Mais du coup, eh ben, on a une encoche, voilà, cette encoche là, qui est présente sur l'écran quand même. Donc bah ouais, c'est dégueu. Effectivement, c'est dégueu. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Ça fait mal de voir ça en 2021. Mais ils ont une explication. Il y a effectivement la webcam, mais il n'y a pas que ça. Il y a des capteurs aussi. Et ils ont vite pris la mesure de ce problème d'encoche. Et ils ont vite communiqué en disant que déjà, il n'y avait pas que la webcam dedans. Et ensuite, qu'ils allaient faire leur maximum pour que ça soit au mieux, euh, comment dire, euh, que ça rende bien à l'écran, qu'en fonction de votre utilisation et tout, vous n'ayez pas l'impression qu'à chaque fois il vous manque une partie de votre écran et qu'il y a l'encoche à la place. Mais en réalité, c'est moche, hein. On peut pas dire grand-chose d'autre là-dessus. Voilà, avoir cette encoche comme ça sur le haut de votre écran, en plein milieu. Il faut voir comment c'est géré en fonction de la taille de votre fenêtre et tout, mais il y a moyen qu'il vous cale une petite bande noire, histoire que vous n'ayez pas l'impression qu'il vous manque un bout de votre écran, ou qu'il y ait des informations manquantes. On verra comment ce sera géré après. Puis on a eu le petit, toujours un Apple, petit point écolo, voilà, on fait des trucs bien, matériaux recyclés, tout ça, tout ça. Oui. Est-ce qu'ils pourraient pas faire plus? Je pense que si. Est-ce que la plupart des grosses entreprises du numérique et de la tech pourraient pas faire plus? Je pense que si, mais c'est une autre question. Sinon, en vrai, pas beaucoup de changements. On enlève la touch bar. Visiblement, ça n'a pas convaincu, ça n'a pas marché la touch bar, donc hop, ça s'en va. Et par contre, on garde lecteur d'empreintes digitales, donc ça, plutôt bien, sur le clavier, tout ça, ça régale. Voici le clavier, donc vous voyez plus de touch bar, lecteur d'empreintes digitales ici. Et le dernier gros point,
j'ai failli ne pas l'aborder, c'est la connectique. La connectique, hein, les Mac qui ont quand même longtemps souffert de ce problème-là, connectique assez réduite, il fallait 1 milliard d'adaptateurs si vous aviez plusieurs connectiques à brancher. Là, c'est un peu marrant parce qu'on a l'impression de remonter un peu le temps, mais voilà, on intègre l'HDMI, voilà, et aussi lecteur de carte SD. Euh, donc c'est un peu marrant qu'en 2021 on ait un retour à ces technologies, alors pas dépassées, Mais non, merci. mais pas vraiment au goût du jour. Oh, incroyable, merci Zodja, 11e mois, bientôt l'année. Incroyable. Oh, il faudra que je fasse quelque chose pour l'année de sub. Faut que j'y pense. Mais merci à toi, ça me touche beaucoup. Et du coup, ouais, HDMI. Visiblement, c'était demandé, hein, sinon il l'aurait pas fait. En plus, l'HDMI, c'est un port assez gros. Et lecteur de carte SD, pareil, hein, j'imagine qu'ils ont été tannés par certaines personnes pour l'intégrer. C'est quand même assez drôle, hein, de voir ça sur des modèles ultra récents. En plus de ça, ils ont aussi augmenté le nombre de ports Thunderbolt 4 ou USB-C. Donc, si vous aviez déjà les adaptateurs, eh ben, vous pourrez les réutiliser. Incroyable, vous n'avez pas besoin de tout racheter. C'est bien la première fois chez Apple qu'on n'a pas besoin de tout racheter. Dernier truc, le MagSafe. Ça, c'est pas mal. Système de charge magnétique. Comme ça, quand vous prenez, comme tout le monde, hein, tout le monde s'est déjà pris les pieds dans le fil de charge de son PC portable. Et bien là, au lieu de soit tomber, soit faire tomber le PC, soit tout casser, soit tout en même temps, et bah, il n'y a pas de problème. Au pire des cas, votre câble se détache tout gentiment et vous avez juste à le rebrancher derrière. Vous ne tombez pas, vous ne cassez rien. Ça, c'est quand même un truc. C'est tout bête. En vrai, c'est tout bête, mais c'est quand même un truc vachement bien. Et pourquoi tout le monde ne fait pas ça en réalité? Avoir un câble qui est bien branché et s'il y a le moindre problème, il se débranche sans rien casser. Ni vous, ni le PC. C'est quand même pas mal. Donc ça, c'est cool. Et nouveaux écrans, l'encoche, on va pas revenir là-dessus. Euh, on a les petites informations avec les jusqu'à 8 Tera, tout ça. Mais plutôt propre. Dernière petite info sur Apple, c'est système de refroidissement que moi je trouve intéressant. Alors ça va pas intéresser tout le monde, donc je vais pas y passer trop de temps. Mais faut savoir que sur les Mac M1 jusqu'à maintenant, on était sur des appareils qui n'avaient pas de ventilateur. Tout était à refroidissement passif, comme sur un téléphone portable. Vous n'avez pas de ventilateur dans votre téléphone portable, heureusement. Euh, et du coup, bon, l'avantage d'avoir un refroidissement passif, c'est que du coup on peut gagner en épaisseur, on n'a pas besoin de mettre de ventilateur, donc de pièces en mouvement, ce qui arrange toujours, hein. Moins il y a de pièces en mouvement, plus ça nous arrange. Et, mais le problème de tout ça, c'est que du coup en termes de chauffe et de consommation énergétique, on est vachement limité, vu que le refroidissement est passif, on ne peut pas trop chauffer, sinon c'est un problème parce qu'on ne pourra pas évacuer assez de chaleur et ça chauffera de plus en plus tout ça. Ici, sur ces nouvelles puces qui sont censées être ultra puissantes, on ne peut pas se permettre de ne pas mettre de ventilateur, donc ils ont inventé leur petit système de refroidissement qui pour le coup a l'air vachement stylé. Vous voyez ici les deux ventilateurs, vous avez la puce ici qui est cachée et vous avez le caloduc qui est la partie qui transfère la chaleur au ventilateur qui est ici. Donc honnêtement, pour avoir désossé plusieurs PC portables, je peux vous dire que ça a l'air vachement bien fait. Ça a l'air performant. Après, faut tester, comme toujours. Mais honnêtement, au vu de ce à quoi ça ressemble et comment est fait la dissipation avec ces deux ventilateurs, sachant en plus que c'est fait par Apple et que, croyez-moi, Apple, il valide et il teste tout, euh, ça a l'air quand même d'être un refroidissement super bien fait. Et en plus, avec la promesse,
Ça, c'est une promesse, attention. Promesse d'Apple qu'il ne fait pas de bruit. Même quand on va le pousser, que les ventilateurs se mettent à tourner à leur régime maximum, il paraît que ça ne se transforme pas en soufflerie, comme ça peut l'être avec pas mal de PC portables gaming. Toujours la même chose, hein, on veut des performances, mais du coup, eh ben, il faut bien refroidir ce qui donne ces performances. Et du coup, ça fait effet soufflerie. Là, il y a la promesse de ne pas d'effet soufflerie, donc on verra. Il faudra attendre les tests de chauffe, mais ça a l'air quand même, ça a l'air bien pensé, ça a l'air d'être perfectionné. Donc j'attends beaucoup de ces tests sur ces nouvelles puces et ces nouveaux Mac. Personnellement, je n'ai pas de Mac. euh, Déjà parce que j'ai pas d'ordi portable, premier point. Mais je vous avoue que je suis pas spécialement pro Mac. Mais si je devais avoir un ordi portable pour faire n'importe quoi qui est autre que du jeu vidéo, et bah je trouve que ce sont des très bons PC portables. Après, leur plus gros problème, et ça personne peut le cacher, c'est probablement le prix, hein. Les Macs sont chers, les produits Apple sont chers, mais derrière vous avez quand même un gage de qualité assez, assez présent, plus du matériel perfectionné, performant. Vous avez aussi le SAV Apple qui est quand même plutôt quali. Encore une fois, on parle de matériel plutôt professionnel, de PC portable à plus de 2 000 euros. Donc pas pour tout le monde. En plus des PC portables à plus de 2 000 euros qui ne peuvent même pas permettre de jouer à des jeux vidéo. Donc encore moins de monde. Mais il y a des gens qui vont se régaler avec ces nouveaux MacBook Pro. Et en réalité, je pense que c'est des très très bons appareils si vous avez besoin de machines très très puissantes et transportables. La contrepartie, c'est le prix. On passe à la deuxième conférence. Je vous avais dit que c'était un peu dense, Apple. On va passer sur les deux autres conférences de la semaine dernière qui sont moins denses. D'abord, Google. Google, je vous ai dit en intro que Google, ils avaient fait une conférence moitié Apple, moitié constructeur de téléphones chinois. Ils nous ont présenté les Pixel 6 et 6 Pro. Alors, les flagship killers, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont pour une fois essayé de frapper un peu fort. Là où c'est pas les premiers, pardon, pas les premiers téléphones Google, pas les premiers Pixel. On a eu le Pixel 5 avant, qui n'a pas du tout marché chez nous, mais alors vraiment pas du tout. Euh, Encore avant, on a eu d'autres Pixels qui étaient arrivés. Certains avaient à peu près bien marché, mais c'était à une autre époque. Euh, et jusqu'à maintenant, ils étaient un peu en mode, on veut pas s'attaquer à ceux qui sont tout en haut. On veut pas aller taper le premium haut de gamme. On reste sur du milieu de gamme où, alors, il y a beaucoup de gens, mais c'est plus simple. C'est plus simple d'être dans le milieu de gamme parce que c'est des trucs que tout le monde sait faire. On va pas forcément à la recherche des performances à tout prix. On n'a pas besoin de trop innover et c'est plus simple. Là, alors, on est sur du haut de gamme. On n'est pas sur du haut de gamme au prix des téléphones Apple ou Samsung, mais on est quand même sur du haut de gamme. Et le petit côté Apple, c'est que ils ont décidé pour la première fois d'enfin tout maîtriser à la Apple. Parce que vous imaginez bien, Google, c'est Android. Mais là, en plus, ils font les puces présentes dans les Pixel 6 eux-mêmes. Et aussi, petit côté constructeur de téléphones chinois, ils ont fait une sacrée offre de lancement pour ces téléphones, vu que vous pouviez, en précommandant, avoir un casque, alors j'ai déjà oublié, est-ce qu'ils nous le redonnent? Je ne sais plus. Un casque qui vaut en gros 300 euros qui était offert avec la précommande du smartphone, donc plutôt pas mal. Est-ce que... bah j'ai pu. Mais en tout cas, il y avait un casque, de toute façon les précommandes c'est trop tard. Il fallait être réactif, hein. Vous imaginez bien que quand on vous offre un casque à 300 euros pour l'achat de votre téléphone, les précommandes durent pas longtemps. Euh,
Et du coup, vraiment le vrai côté nouveau de ce Pixel, que vous voyez ici, Pixel 6 Pro et Pixel 6 avec les prix. euh, Pas de prix pour le Pixel 6 Pro. 650 pour le Pixel 6. Et bah c'est leur puce qui est du coup faite maison avec normalement des performances haut niveau. Alors peut-être pas au niveau des plus gros des téléphones qui valent 1200 et plus, mais au niveau de ce qui se fait dans la moyenne. Donc ce qu'il vous faut pour votre utilisation quotidienne. Et un gros accent mis sur la sécurité, les données. Et ça, c'est toujours un peu délicat quand c'est Google qui vient nous parler de nos données, de la sécurité de nos données. On a toujours un peu des questions. On se dit est-ce que c'est vraiment pour nous ou est-ce que c'est pour eux, sachant que quand même Google est une entreprise qui vit en partie grâce à nos données, hein. Pas totalement, mais quand même une partie significative. Euh, donc là-dessus, à voir, hein, il y a du coup normalement une pensée pour nos données, pour la sécurité. Tout est censé être traité en interne et stocké en local sur votre téléphone. On verra. Mais je, moi, ça me laisse un peu sceptique, hein, toujours quand Google arrive et dit qu'ils vont protéger mes données et tout ça. Toujours un peu comme si Amazon me disait la même chose, hein. Je leur dirais, vous êtes sûr, vraiment. Mais en fait, votre boulot, c'est pas de revendre les données et tout, donc vous me garantissez vraiment la sécurité de mes données? Toujours compliqué, hein. L'autre point intéressant, et je pense que c'est ce que beaucoup de gens qui suivent la tech ont retenu, c'est aussi une grosse attention au machine learning grâce à ces fameuses puces maison, et du coup des histoires de reconnaissance vocale, reconnaissance de l'écriture, tout ça, ultra poussé, traduction en temps réel, ce genre de trucs. Après, comme d'hab, hein, ces trucs-là, c'est sur le papier très bien. Après, la réalité du monde, c'est que tout le monde n'utilise pas la même langue, ni le même alphabet. Et bah, du coup, que ce soit reconnaissance vocale, traduction ou reconnaissance de l'écriture, et bah, en général, avec l'anglais, ça marche plutôt bien, mais les autres langues, tout dépend combien vous avez de personnes dans le monde qui parlent cette langue. Nous, on est français et honnêtement, on n'est pas les plus à plaindre. Mais, mais voilà, déjà, si vous utilisez un alphabet qui n'est pas latin, ça risque d'être un peu plus délicat, surtout dans un premier temps. Après, c'est du machine learning, donc normalement, il devrait apprendre et se perfectionner, mais on verra ça. En tout cas, je suis quand même content de voir que Google essaye encore de faire des trucs. Parce que Google, ils sont quand même un géant parmi les géants. Et, euh, et je les trouve un peu. Je trouve qu'ils prennent pas vraiment de risques ces derniers temps, ils inventent plus grand-chose, qu'ils innovent plus vraiment, alors que c'est quand même une société qui est faite pour nous sortir les technologies du futur. Donc ils essayent, ils inventent des trucs, ils ont fabriqué leur propre puce, et pas mal de gens attendent ces téléphones avec impatience, à tester et à l'utilisation quotidienne. Personnellement, j'ai un iPhone et j'avoue que je suis pas prêt à changer, mais plus par habitude qu'autre chose. Euh, mais sur le papier, ils sont quand même intéressants, ils sont à des prix corrects. On est quand même 650 euros. Un iPhone, ça vaut quoi? Ça vaut 850 premier prix, un truc comme ça, 800 peut-être. Donc on est quand même relativement moins cher sur des performances qui sont très très proches. Ça fait quand même plaisir. Et après, il faudra voir, comme souvent, hein, comment ça dure dans le temps. Souvent, c'est un des problèmes des téléphones Android, hein, c'est que la durée dans le temps, c'est un peu plus compliqué. La première année, ça marche bien, et au bout d'un an, on commence déjà à avoir des ralentissements. On s'appuie sur beaucoup
de mémoire RAM pour essayer de ne pas avoir ces problèmes. On a, je crois, 12 Go de mémoire RAM dans ces téléphones, ce qui est énorme. Est-ce que ça suffira à les faire durer dans le temps? On verra. Mais ils ont aussi l'avantage que Android c'est eux. Et là, le matériel c'est eux, donc peut-être qu'avec une bonne optimisation, un peu à la Apple, et bah il y a moyen d'avoir un produit qui dure bien dans le temps, qui reste fluide même après plus d'une année d'utilisation. Et ce serait pas mal. On finit avec les conférences de la semaine dernière avec Samsung. Du coup, vraiment, la semaine dernière, c'était lundi Apple, mardi Google. On a fait Apple, franchement, ils ont annoncé du lourd. On a fait Google, franchement, ils ont annoncé du lourd. Du coup, on s'attend à ce que Samsung, ils arrivent et ils nous claquent une masterclass. Parce qu'en général, voilà, si on fait des annonces en même temps qu'Apple, c'est pour caler des masterclass, sinon on attend une semaine et on est plus tranquille. Et honnêtement, c'est la seule des 3 conférences que j'ai regardées en intégralité. C'était la plus courte aussi. Et il y avait que dalle. Il y avait que dalle dans cette conférence. J'étais tellement déçu. Je m'attendais à une masterclass, à je sais pas, à des nouveaux téléphones, des nouveaux PC portables, des nouvelles tablettes, j'en sais rien. Un nouvel appareil Galaxy, l'aspirateur Galaxy, j'en sais rien. Pas du tout, pas du tout. En vrai, ils ont annoncé ça, le Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, qui est, je sais même pas s'il est disponible en Europe. En tout cas, voilà, cette édition a juste des couleurs incroyables, des coloris. Vous voyez ici ce coloris ou celui-ci, vous avez le choix avec. Vous pouvez mixer 2 coloris vu que ça se plie en deux, machin incroyable. Euh, et la petite présentation de One UI 4, donc l'interface. Euh, en vrai, euh, En vrai, je sais même pas quoi vous dire. Moi, j'étais à deux doigts de taper ma sieste pendant cette conférence. Il y a eu aussi l'histoire de la collab avec Maison Kitsune. Toujours très marrant d'entendre des gens non français parler en français. Euh, en vrai, c'était tellement vide, c'était tellement, bon, franchement, mon avis qui n'engage que moi et qui est totalement personnel, et bah, au lieu de faire une conférence de 30-45 minutes, et bah, un spot publicitaire de 10 minutes, ça aurait fait aussi bien le taf, ça aurait aussi bien parlé aux gens, et, euh, et ça m'aurait évité de perdre ce temps. Non, j'avoue que vraiment grosse déception, alors que en général, j'aime bien les conférences Samsung, j'aime bien découvrir, j'aime bien la façon dont ils montent leurs nouveaux produits et la façon dont ils font des conférences en général. J'avais suivi les dernières et j'avais pris du plaisir. Bah là, vraiment pas. Donc un peu, je sais pas, je me pose des questions. Pour, pourquoi maintenant? Pourquoi sous cette forme? Pourquoi 2 jours après l'annonce Apple, même si l'annonce Apple n'était pas autour des téléphones? euh, on avait la conférence Google la veille sur les téléphones. Je, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est pas nul, mais c'est juste trop vide. Trop vide, trop peu de. Franchement, la Bespoke Edition, là, bah, c'est sympa de mettre des couleurs sur les téléphones, d'avoir un choix de coloris, du coup, d'avoir un peu une personnalisation de nos téléphones. Ça, je trouve ça cool. Mais honnêtement, passer 20 minutes à parler de ça et avoir je sais pas quel artiste qui arrive et qui nous dit «Oh, depuis que j'ai ça, ma vie a changé». Bah non, en fait, pas vraiment. C'est sûr que ça met un peu de couleur dans ta vie, mais, mais pas beaucoup plus, quoi. Donc, je sais pas. Et après, je vous avoue que l'interface graphique, euh, je suis pas trop la bonne personne pour juger de ça. J'ai pas de Samsung, j'utilise pas d'appareil sous Android, que ce soit téléphone ou tablette. Donc, interface graphique Samsung, bah, je la connais pas, je l'ai pas utilisée et je compte pas trop l'utiliser dans les prochains temps, sauf si quelqu'un décide de m'envoyer un Samsung gratos pour que je teste, bien sûr. Dans ce cas-là, vous êtes les bienvenus, mais sinon pas trop. Donc,
Bah, je sais pas quoi vous en dire. Moi, j'ai juste vu une conférence un peu vide où on nous annonce des trucs qui sont plus de la communication que des vraies annonces. Une collab, une édition spéciale avec des couleurs, petite refonte de l'interface graphique. Moi, je trouve qu'il y a pas de quoi faire une conférence, honnêtement. Petit spot publicitaire, enfin petit spot de 10-15 minutes grand max pour résumer ça. Ça aurait très bien fait l'affaire. Et honnêtement, je me suis plutôt ennuyé. Bon voilà, il y a des couleurs, c'est cool, mais je me suis plutôt ennuyé. Moi, une fois qu'on m'a dit, voilà, vous pouvez mettre des couleurs sur votre téléphone, je fais OK, mais j'ai pas envie qu'on m'en parle pendant 10 minutes derrière et qu'on me dise, regardez, si tu mets ça avec ça, c'est cool. Ouais, ouais, bien sûr, mais, mais en fait, ça m'intéresse pas plus que ça. Et du coup, pas d'annonce matérielle, hein, zéro. Je trouve que ça aurait été quand même assez bien de mettre un petit One More Thing à la fin. Après, ils doivent rien avoir à sortir, j'imagine, sinon ils l'auraient fait. Mais j'ai trouvé ça un peu vide et un peu tristounet comme conférence. On finit avec le dernier truc un peu dense, Intel et Alder Lake, la 12e génération qui est enfin officialisée. Après en avoir entendu beaucoup parler, beaucoup de leaks, beaucoup de petits benchmarks avant l'officialisation, tout ça, on a enfin la communication officielle d'Intel qui nous dit oui, oui, on va les sortir. Ils Mais arrivent non, merci. le 4 novembre prochain, donc très bientôt. Incroyable, merci à toi, Phoenix ou Kit Cash, je sais plus comment je dois t'appeler, mais merci pour ton 8e mois, ça me touche beaucoup. Merci pour le soutien. Du coup, Intel, bah, ils nous lâchent enfin leur 12e génération. Euh, et c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt parce qu'en vrai, moi le premier, on a beaucoup craché sur cette 11e génération qui, de mon point de vue, problème micro? Embêtant ça. Embêtant, embêtant. On va faire les tests. C'est bien que tu me le dises. Bien que tu me le dises. Mais mon micro, il est en train de mourir. En train de mourir de ouf. Euh, Test micro. Test micro. Ouais, d'accord. Test micro, test micro. D'accord. Test micro, test micro. D'accord. Test micro, test micro. Ça a l'air correct, non? Enfin, moi, mon retour, il est correct. Ça a l'air correct, non? Après, je peux peut-être. Mon retour, il est correct. Ça a l'air correct, non? Oula. Après, je peux peut-être. Mon retour, il est correct. Pardon. Peut-être écarter un peu mon micro. Aïe, aïe, aïe. J'avoue que je l'ai pas dans mon. C'est étrange, hein. Parce que moi, je l'ai pas dans mon. C'est étrange, hein. Parce que moi, je l'ai pas dans mon. C'est étrange, hein. Parce que moi, je l'ai pas dans mon. C'est étrange. Je l'ai pas dans mon retour, enfin quand j'écoute. Euh, Bah tu me dis si c'est trop désagréable, je peux essayer de débrancher. Alors après, on n'a pas tous les mêmes oreilles, hein. Je peux essayer de débrancher, rebrancher, si ça devient trop désagréable. Ah, parce que j'ai de plus en plus de problèmes avec mon micro, donc ça m'étonnait qu'à moitié en vrai. Euh, c'est pas grave, on reprend, il n'y a aucun problème. J'en profite pour boire un coup. J'ai beaucoup parlé. Du coup, oui, 12e génération, on a beaucoup craché sur la 11e. De mon point de vue, la 11e génération Intel de processeurs de bureau, attention, n'était pas au niveau, clairement. Elle n'était pas au niveau de la concurrence déjà, et elle n'était pas au niveau de ce que attendaient les consommateurs. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont décidé de ne pas renouveler leur processeur Intel et beaucoup sont passés chez AMD, surtout les gens qui recherchaient de la performance à tout prix. Donc là, on arrive avec la 12e. Intel qui se fait un peu tabasser sur, sur beaucoup trop de secteurs là. Ils sont un peu tabassés sur les puces mobiles parce que
parce que AMD ils ont recollé et parce que Apple ils ont décidé de sortir leur propre puce avec architecture différente et tout, qui envoie du lourd. Côté processeur de bureau, bah, la 11e génération n'a pas été au niveau, donc beaucoup de gens ont pris le pas et sont partis chez AMD parce qu'il leur fallait du matériel le plus performant possible. Donc là, ils arrivent et, euh, et ils envoient leur 12e en espérant beaucoup, déjà en espérant que beaucoup de gens repasseront chez Intel et aussi en espérant que on les, euh, on les réalise leaders des processeurs de bureau. Pour ça, ils utilisent leur nouvelle architecture. Je ne sais pas combien de fois on en a parlé de cette architecture, mais beaucoup de fois, l'architecture Big Little, on fait cohabiter deux types de cœurs, les cœurs P pour performance et les cœurs E pour efficient. Est-ce que efficient ça se dit en français? Pas sûr. Euh, du coup, efficient. Euh, donc le principe est d'avoir des cœurs qui sont dédiés à la performance, qui peuvent monter à des vitesses élevées, et des cœurs qui sont plus là pour le boulot traditionnel, les tâches de fond, tout ça, qui du coup vous ruineront pas votre batterie et qui, en théorie, permettent d'avoir une consommation ultra réduite avec quand même une sortie de performance très correcte. Donc sur le papier, pourquoi pas? En gros, avant, on n'avait que des cœurs P, hein. Faut pas aller chercher midi à 14 heures. Là, vous avez des cœurs efficients et des cœurs performance. Imaginez juste qu'avant, moi par exemple, sur mon Ryzen, Ryzen 7, j'ai 8 cœurs, c'est 8 cœurs performance, et puis c'est tout. Là, on a 8 cœurs performance plus 8 cœurs efficients. Donc là-dessus, ça nous a, en théorie, ça nous ramène pas spécialement des performances en plus, mais d'un point de vue consommation d'énergie, on prend. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, les PC, surtout les PC fixes, consomment beaucoup d'énergie. Donc si on peut diminuer un peu notre consommation, d'un point de vue écologique, ça nous régale. D'un point de vue facture d'électricité, ça nous régale aussi. Donc on prend. Ensuite, on a des mémoires cache plus élevées, mais ça on va pas rentrer là-dedans parce que c'est boring. On a ce petit truc qui est du coup une couche matérielle qui permet justement de gérer les différents cœurs. Donc j'avoue que je sais pas trop comment ça fonctionne ça, mais je sais pas, j'imagine c'est un peu une histoire de gestion temps réel des différents cœurs pour avoir une optimisation sur les tâches. À voir comment ça marche. Ça c'est À l'heure actuelle, on est plus sur du marketing qu'autre chose, vu qu'on n'a pas pu tester les, les puces. En termes de connectivité, là on est sur du très très solide. On va chercher les nouvelles tech, DDR5, PCI Express 5.0, Wi-Fi 6E, Ethernet 2,5 gigabits, pas mal. Et, euh, et du coup, bah, tout ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, il y a un petit point sur lequel j'ai pas les réponses, donc je vais prendre avec des pincettes. Intel a communiqué en disant que c'était. Ils n'ont pas donné la finesse de gravure, mais ils ont dit que c'était de l'Intel 7 Process Technology. Et à ça, il y a, on peut en conclure deux trucs différents. Soit Intel fait des puces en 7 nanomètres, mais pas sûr. Soit Intel a perfectionné euh, son process en 10 nanomètres qu'ils ont appelé Intel 7. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pensais ça, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier. J'ai essayé de fouiller un peu, mais j'ai vu les deux, et du coup, je préfère ne pas dire de bêtises, donc je n'assure rien. Mais je pense, avec des guillemets, je pense que on est plus sur petit, euh, un petit perfectionnement du process en 10 nanomètres, plus que du 7 nanomètres, à vérifier. Euh, Petit point aussi qui est intéressant, c'est que on parle de DDR5, mais aussi
c'est toujours compatible avec de la DDR4, et ça, c'est pas mal. Il faudra aller voir du côté de votre carte mère. Ça que, pour l'instant, c'est ça qu'on a compris que pour l'instant, les cartes mères sont soit DDR5, soit DDR4, pas les deux. À voir si certaines sortiront avec la possibilité d'avoir les deux. Faudra voir. On a un petit message pour les bidouilleurs, parce que faut plaire à tout le monde. Là, Intel, ils sont en mode faut plaire à tout le monde, tous ceux qu'on peut mettre bien, faut aller leur parler. Donc, petit passage pour les bidouilleurs avec l'overclock, mise à jour du logiciel pour overclocker, avec toujours plus de paramètres à aller bidouiller pour faire mumuse avec votre processeur. Si vous n'êtes pas trop habitué à ça, ne faites pas ça. Si vous voulez bidouiller un peu et que vous n'êtes pas trop habitué, faites-le, mais laissez toutes les sécurités, je vous en conjure. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes. Surtout, ne pas enlever les sécurités quand on ne sait pas à quoi ça correspond et quand on ne maîtrise pas le sujet. Mais en tout cas, on va aller plaire à tout le monde en allant mettre à jour les petits softs qui permettent un overclocking paramétrable à l'infini. Et on finit du coup avec la liste des processeurs annoncés. Dans un premier temps, on est sur 6 processeurs, 6 processeurs de bureau. Attention, on ne parle pas encore de processeurs mobiles, mais pareil, on en attend beaucoup et il va falloir faire quelque chose de fort parce que Apple il frappe fort sur la table. Pour l'instant, on est sur les processeurs de bureau. On a de l'i9, de l'i7 et de l'i5. À chaque fois deux versions, version K et version KF. La version K qui est en gros le plus haut de gamme avec du coup les meilleures performances et des coefficients débloquables, donc vous pouvez overclocker votre processeur. La version KF, c'est la même chose en enlevant la partie graphique, donc moins cher, mais il faudra une carte graphique dédiée. Et à l'heure actuelle, trouver une carte graphique dédiée, c'est notre histoire. Et du coup, petit récapitulatif voilà, des différentes caractéristiques. Alors, on va pas tout détailler parce que c'est chiant, mais on va prendre le i9 déjà. Le i9, du coup, qui a 16 cœurs, 8 performances et 8 efficiences. Donc, la possibilité de faire jusqu'à 24 threads parce que les performances ont l'hyper-threading, donc la capacité de se dédoubler. En termes de vitesse, on va jusqu'à 5,2 sur un seul cœur. On va jusqu'à 5,1 sur tous les cœurs performance et on va jusqu'à 3,9 sur les cœurs efficience. Voilà. Avec dernier point intéressant, ils ont tous 125 watts de consommation de base, mais vous voyez qu'en burn ou en turbo, euh, voilà. Il y en a qui montent un peu plus. Le i9, 241. J'ai vu traîner quelques benchmarks que je vous ai pas mis parce que j'avais pas trop les sources, mais quelques benchmarks de ce i9 12e génération qui allait taper presque les 300 watts de consommation en pic et qui montait à 108 degrés. Euh, On ne savait pas non plus le système de refroidissement utilisé, hein, si c'est du stock Intel, moins étonnant. Stock Intel sur un i9, ça commence à être compliqué si tu lui demandes d'aller chercher les performances. Mais, euh, mais visiblement, le i9 peut aller vous pomper l'alimentation comme il faut et alourdir un peu votre facture d'électricité. En contrepartie, vous avez des performances assez incroyables. Et ça, la plupart des benchmarks qui ont traité de ce i9 s'accordent sur ce sujet, hein, que vraiment un monstre de puissance. Ensuite, on a le i7. Le i7, du coup, 12 cœurs. On divise juste par deux les cœurs efficience. Voilà. En termes de, euh, de fréquence, on est pas grand-chose sur la même chose, hein. 5 GHz sur un seul cœur, 4,9 sur les cœurs performance et 3,8 sur les cœurs efficience. On voit que si lui va pomper au max, il est quand même bien en dessous parce qu'il arrive à seulement 190 watts. Là, on a les infos sur les mémoires RAM, mais oui, à chaque fois, déjà, c'est les mêmes choses et vous avez DDR4 et DDR5.
Et le dernier, et celui-là est pour le coup, je trouve le plus impressionnant, c'est le i5. Le i5 qui lui, on repasse, on est à 10 cœurs, du coup on perd 2 cœurs performance par rapport au i7. C'est pas énorme. En termes de conso, on est sur quelque chose de bien plus tranquille, 125 de base, et au max il va jusqu'à 150, ce qui est pas beaucoup en vrai. Et pareil, hein, j'ai vu quelques petits benchmarks qui, sur le papier, c'est un tueur, hein. Franchement, le i5 sur le papier, c'est un tueur, à un prix correct, avec une consommation d'énergie correcte, et avec des performances de fou furieux. Honnêtement, ça a l'air d'être le meilleur processeur pour du jeu vidéo, sans vouloir mettre plus cher, bien sûr, on peut toujours mettre plus et avoir plus performant, mais ça a l'air d'être une vraie tuerie pour le jeu vidéo, avec, encore une fois, consommation raisonnée, des performances bien présentes et un prix plutôt correct. Donc, comme d'habitude, hein, on attend la sortie le 4 novembre, on attend que tout le monde teste et que ça soit testé sur plein de choses différentes, parce que c'est toujours l'histoire de l'optimisation qui pose problème. Mais sur le papier, on est sur du très très lourd, très 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 lourd. Et peut-être le retour d'Intel en tant que leader des processeurs de bureau. Il faudra voir ce que AMD répond parce qu'ils sont dans des timings différents. Pour l'instant, AMD n'a pas trop communiqué sur sa future génération de processeurs de bureau, mais ils vont vraiment, à mon avis, bien s'en sortir si euh, à la sortie, après les tests, c'est aussi bien que ce qu'ils annoncent et que les caractéristiques sont respectées. Honnêtement, s'il y a vraiment les performances qu'ils annoncent, tout le monde va être fan de ces processeurs. La dernière grosse question sur ces processeurs, et ça on l'aura pas tout de suite, mais bientôt, c'est qu'en sera-t-il de la disponibilité? Parce que le 4 novembre, c'est quand même très bientôt. On sait qu'à l'heure actuelle, les pénuries en tout genre et dans beaucoup trop de secteurs sont présentes. Donc on verra, mais ça a l'air d'être des vrais bijoux, hein, ces processeurs. Dernier truc, les prix, parce que c'est quand même intéressant, hein, savoir que ça marche super bien, c'est cool, mais le prix c'est aussi, c'est aussi intéressant. Petit ref aux cartes graphiques, avoir des cartes graphiques super bien, c'est cool, mais déjà il faut pouvoir les acheter et ensuite il faut que les prix soient corrects. Euh, du coup, les prix, voilà, on a les prix ici. Donc 264 ou 289 dollars pour les i5. Donc le plus cher c'est la version K et le moins cher c'est la version KF sans la partie graphique intégrée. 364 et 409 pour les i7 et 564 et 589 pour les i9. Et en France, bah, on est sur à peu près la même chose, plus les taxes, hein. 319 pour le i5 KF, 349 pour le i5K, 489 pour le i7 KF, 519 pour le i7K et 709 pour le i9 KF et 739 pour le i9K. On est sur des prix, je dirais, je suis pas allé vérifier ça que j'ai oublié de faire, pardon. Mais si mes souvenirs sont bons, on est légèrement supérieur à la génération précédente, mais pas de beaucoup, hein. On est légèrement supérieur de, je sais pas, 10-20 euros, un truc comme ça sur les modèles. Donc, autant la 11e génération, bah moi personnellement, je la conseillais à personne. J'ai absolument conseillé à personne d'acheter un processeur de 11e génération parce que j'y voyais pas l'intérêt. Honnêtement, pour moi, c'était soit tu prends la génération d'avant que tu payes moins cher et t'y perds pas grand-chose, soit tu prends de l'AMD récent et du coup, bah, t'as un gain en termes de performance. Bah là, ça risque de changer, hein. J'attends juste le retour et la sortie et la disponibilité. Mais, euh, mais j'ai bien envie de les recommander et ils me, ils me font de l'œil. Ils me font de l'œil, je vais pas vous mentir. J'ai pas du tout prévu de changer de processeur,
Si j'avais le budget, ce serait une précommande instant, hein. Instant. Imaginez quand même, vous pouvez rentrer dans le futur avec cette 12e génération, de la DDR5, du PCI Express 5.0 et du coup des débits de 16 gigas. Euh, Ça fait quand même envie sur le papier. Ah, les pénuries. On ne parlera pas de pénuries aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas parler des cartes graphiques. Donc, on ne parlera pas des pénuries aujourd'hui. Dernier petit truc marrant, pas encore sorti, mais déjà en train de battre des records du monde. Le i9 12900K qui atteint juste les 6,8 GHz. Bien sûr, là c'est les bretries de l'azote liquide, hein, mais comme toujours, hein, pour battre les records du monde, de toute façon, il faut en passer par là. Azote liquide qui a moins 196 degrés. Pas mal hein, pour refroidir, hein. C'est sûr que ça marche mieux que le ventirad stock d'Intel, hein, ça c'est sûr. C'est un peu plus compliqué à mettre en place aussi. Mais voilà, déjà 5 records du monde hein, pour ce i9 pas encore sorti. Euh, donc visiblement sur l'overclocking, il y a aussi moyen de pousser un peu la bête et d'aller lui faire dépasser un peu ce qu'on lui a bloqué en usine. Et visiblement, il y a moyen d'aller assez loin. Bien sûr, ne faites pas ça chez vous. Ne poussez pas votre processeur à 6,8 GHz, surtout si vous n'avez pas d'azote liquide, parce que ça risque de ne pas très bien marcher. Votre PC risque plutôt de s'éteindre tout seul, parce qu'il n'est pas content. Vous voyez, hein, comme d'hab, les petits montages pour refroidir à l'azote liquide le processeur hein, à faire en laboratoire et pas chez vous, bien sûr. Mais c'est toujours marrant de voir que, bon, à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais en général, quand il y a une nouvelle génération, ils arrivent et ils battent des records du monde parce que bah, c'est la nouvelle génération, c'est censé être plus performant. Là, visiblement aussi est fort, fort, fort. Et avant la sortie, donc encore plus fort. Bon, comme d'hab, il y a des gens qui ont la chance de mettre la main sur ces processeurs avant la sortie officielle. Il y a des petits chanceux, je n'en fais pas partie malheureusement. Sinon, je vous le montrerai. Mais, euh, mais c'est toujours marrant. Et bon, après, avec l'azote liquide, c'est de la triche, mais c'est un peu voir si on n'a pas vraiment de limite, ce qu'on peut atteindre. Parce que bon, on n'a pas vraiment de système de refroidissement plus performant que l'azote liquide à l'heure actuelle. Donc, azote liquide qui est par exemple utilisé pour refroidir les ordinateurs quantiques. Et voilà, on va s'arrêter là-dessus pour le point actu hardware, parce que j'ai décidé de ne pas me faire de mal et de ne pas aller regarder les cartes graphiques, sachant qu'en plus, bah, si j'ai bien compris, ça fait quelques temps que j'ai pas regardé, mais si j'ai bien compris, c'est de pire en pire les cartes graphiques, aussi bien en termes de disponibilité que de prix, donc autant ne pas se faire de mal. On verra si on se le fait la semaine prochaine peut-être, histoire de se faire un peu de mal, mais ça le temps pour acheter une carte graphique encore et toujours, ça fait très longtemps que ça dure, on espère que ça changera, et on espère aussi que ce sera un meilleur temps pour la sortie de cette 12e génération et qui ne seront pas confrontés au même problème que les cartes graphiques, c'est-à-dire des prix qui s'envolent et une disponibilité quasi nulle. Ça, seul l'avenir nous le dira et on sera là pour le commenter, mais c'est pas nous qui choisissons. Et si c'était nous qui choisissions, et bah, il y aurait des cartes graphiques pour tout le monde et pas cher et je pourrais changer la mienne. Voilà. En tout cas, bien sympa ce petit point actu, régalade. J'espère que vous avez apprécié aussi.